Faut-il devenir vegan pour sauver le monde ? L'alimentation, c'est un quart des émissions de CO2 de la planète. Et dans notre assiette, l'empreinte carbone de la viande, elle est vraiment hors catégorie. Alors soyons simples. Et si la solution, après tout, c'était de faire ce que certains d'entre vous font sûrement déjà ? De vivre de lait d'avoine, de quinoa, de tofu, pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique ? Malheureusement, ou heureusement, les choses ne sont pas si simples, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui confesse un amour déraisonné pour la bavette d'Aloyau. D'ailleurs, j'en ai mangé hier midi. Et je suis avec Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui aimerait bien savoir quoi faire avec ce gros chou vert qu'il a acheté pas très cher mais qui encombre son frigo. Dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Dans le premier épisode de L'Envers du décor, on vous expliquait que les circuits courts c'est bien, mais que le manger local ne sauverait pas la planète. Parce que l'empreinte carbone de votre assiette, elle dépend surtout des produits que vous mangez, plus que de là où vous les avez achetés. Alors en parlant de ça, j'ai suivi ton conseil Greg. J'ai commandé à mon marchand de légumes des pois cassés, des trucs bien comme il faut niveau carbone. Ah, génial! Et du coup c'est bon? Perso j'ai jamais goûté un. Ah bah non, c'est dégueulasse, mais merci, du coup il m'en reste des kilos sur les bras et je sais pas quoi en faire. Désolé. T'inquiète, j'ai un plan. Je vais filer ça à mon cousin. Il est vegan. Ah, ça doit être fun les repas de famille, avec ton oncle climato-sceptique en plus. Tu sais, on fait en sorte qu'ils se rencontrent pas. Blague à part, le débat éthique sur la souffrance animale et notre rapport à la viande, il est vraiment intéressant et il mérite qu'on s'y attarde. Par contre, nous, à l'envers du décor, on parle d'environnement. Donc on va vraiment limiter le débat à la question de l'empreinte carbone de la viande et des légumes. Bah justement, mon vegan à moi, il a de bons arguments. Par exemple, tu sais que même le GIEC dit que le véganisme, ce serait le régime le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture ? Alors, tu dois parler du rapport spécial de 2019 sur le changement climatique et l'utilisation des terres, page 77, graphique 5.12. Mais ça, ce sont des gains maximum théoriques. Et d'ailleurs, dans son résumé, le GIEC est plus mesuré. Le rapport précise qu'il y a certes un gros potentiel, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Car il ne faut pas oublier les facteurs sociaux, culturels, environnementaux et traditionnels. Je cite « Le potentiel d'atténuation des changements alimentaires peut être plus élevé, mais la réalisation de ce potentiel à grande échelle dépend des choix des consommateurs et des préférences alimentaires qui sont guidés par des facteurs sociaux, culturels, environnementaux et traditionnels ainsi que par la croissance des revenus. » Ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire que le véganisme, c'est peut-être idéal pour le climat, mais hors de tout contexte. En théorie, quoi. Si on ne faisait que des légumes, ce serait beau, mais c'est très compliqué, on va y revenir. Et encore, il faudrait pas faire n'importe quel fruits et légumes non plus. Ah oui. Surtout que le régime végétalien, il n'échappe pas au marketing et au greenwashing. Une association de défense des consommateurs qui s'appelle CLCV alertait par exemple sur certains produits estampillés vegan et qui contenaient surtout beaucoup d'eau et d'additifs. De délicieuses tranches, maintenant aussi sans viande. Pourquoi c'est bien des nuggets végétariens ? Quand de vrais morceaux de fruits se marient à la douceur du soja. Goûtez-moi ce steak végétal, vous ne pourrez plus vous en passer. Autre exemple, dans une étude publiée dans The Journal of Nutrition, des chercheurs se sont rendus compte que moins on mangeait de viande, et plus on mangeait des produits ultra transformés. Ah, et pas top pour la santé ça, ni pour la planète. Et non. Mais parfois c'est vraiment contre-intuitif, le contraire de ce qu'on s'imagine. Tu manges un plat de fruits et légumes, tu te dis que là, tu fais le bien, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Alors cherche pas, j'ai le pire exemple. Est-ce que tu connais les Pokéballs ? Les Pokéballs, mais carrément ! Un jour vous serez le meilleur dresseur. Mais non, pas celle-là, tu sais celle qu'on mange, là, les spécialités hawaïennes, les salades dans un bol avec toutes sortes d'ingrédients, très healthy, souvent vegan. Ah oui, attrapez-les toutes. Ah oui, je vois, ouais. C'est hyper à la mode, ça. C'est hyper à la mode. Et prenons justement une star du Pokéball, le combo mangue-avocat. Tu sais combien il faut de litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocat ? Eh ouais, c'est un mini-quiz. Alors, combien de litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocat ? J'ai vraiment aucune idée sur cette question, on va dire 10 litres d'eau. Ah ouais, non, c'est plus, hein.
50 litres d'eau. Non, c'est vraiment plus. Hein. Mais j'ai aucune idée, moi. 200 litres d'eau. Non, plus. Mais c'est absurde cette histoire. 500 litres d'eau. Eh ben non, c'est encore plus absurde que ça. 834 litres d'eau pour 1 kg d'avocat. Et la mangue, d'après toi ? Alors, je suis pas plus renseigné sur la mangue. Je dirais 500 litres d'eau. Ah, presque. C'est 686 litres. Alors que la prune, par exemple, tu vois, c'est seulement 305 litres. Alors certes, c'est toujours moins que la viande, beaucoup moins que la viande. Mais quand même, pour préserver l'environnement, tous les végétaux ne se valent pas. Clairement. Et puis si tu prends des fruits et légumes hors saison qui viennent de l'autre bout du monde, alors là évidemment... Non, attends, stop. On a dit dans le premier épisode de l'envers du décor que le transport c'était 6% de l'empreinte carbone de l'assiette. C'était que dalle quoi. Ouais, mais sauf si c'est par avion. Ah oui, c'est vrai. Les légumes frais transportés par avion, eux, ils ont 5 fois plus d'impact environnemental que ceux cultivés dans le pays. Le pire d'ailleurs, c'est l'asperge, et de loin. Mon fameux risotto aux asperges est vraiment en deuil là. Je me demande si on devrait pas mettre les recettes de cuisine aussi dans les sources du podcast. Enfin bon. C'est dur, mais se dire qu'on remplace la viande par des légumes, ça suffit donc pas. Mais alors pas du tout. Cela dit, si on le fait bien, si on est vegan, mais comme il faut, sans le Pokéball mangue avocat, ça peut marcher. Si tu ne cèdes pas au marketing, que tu prends des produits de saison, des trucs avec une super empreinte carbone et vraiment nutritifs, tu peux arriver à enlever la viande de ton assiette tout en respectant la planète et en mangeant bien. Non. Enfin si c'est possible, mais à un petit détail près. C'est ce que m'a expliqué Nicole Darmon. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais, chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Non, ça c'est Gérard Darmon. Moi c'est Nicole Darmon dont je te parle. Elle est chercheuse à l'INRA, spécialiste des besoins nutritionnels. Être vegan, 100% vegan sans prendre des suppléments, c'est mission quasi impossible. La question, mais elle est plutôt philosophique, c'est de se dire, est-ce qu'on voudrait ces nutriments qui sont indispensables, la consommation de produits animaux, est-ce qu'on voudrait qu'ils soient apportés par des suppléments vitaminiques et minéraux ? C'est une autre question. Mais si on veut faire des modèles où on ne se base que sur des aliments que les gens consomment, on a besoin d'un minimum de produits animaux qui n'est pas si minimum que ça en fait. Du coup, est-ce que pour sauver la planète du réchauffement climatique, on a vraiment envie de devoir manger des gélules et de devoir faire des équations à 3 inconnus au moment de faire nos courses ? Non, c'est hors de question, et je suis pas le seul que cette idée repousse pas mal. Le problème là-dedans, c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous pour que des choix comme ça aient un impact. Les petites initiatives individuelles, c'est très bien, mais ça ne suffit pas du tout. Ouais, alors quand même, sur ce point-là, sur la légende du colibri et l'addition des petits gestes, ça mérite un podcast à part. En tout cas pour notre assiette. Si on en veut vraiment une sans supplément, acceptable par tous, eh ben il va falloir y remettre un peu de viande. Ne serait-ce que pour des raisons de santé. Ah bah du coup, la viande est plus tabou. Et moi, j'ai le droit de me faire un pot-au-feu une fois de temps en temps. Bah non, c'est un peu compliqué, mais tu sais quoi ? En fait, c'est un super exemple ton pot-au-feu parce qu'il y a un os à moelle. C'est vrai qu'il y a un os à moelle. D'ailleurs, j'en ai fait un super bon samedi dernier et on vous mettra la recette dans les sources. Et alors ? Eh ben tu vas voir, ton os à moelle, il va nous aider à faire une assiette durable. Et l'assiette durable, c'est justement ce sur quoi Nicole Darmon travaille. Petite précision, mais ça, l'assiette durable, c'est plus qu'une expression sympa. C'est défini clairement par l'Agence de l'ONU pour l'alimentation. Ce sont, je cite, les régimes alimentaires à faible impact environnemental, donc jusqu'ici ok, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Voilà, si c'est pas très clair, il y a 4 critères. Déjà, il faut que ton assiette elle soit bonne pour la santé et aussi qu'elle respecte l'environnement. Mais évidemment, c'est pas juste ton assiette, il faut que tout le monde s'y mette pour que ça ait un impact. Tu vas pas forcer toute la population à manger du jour au lendemain des pois cassés. Non, je suis pas un monstre. Du coup, une assiette durable, elle doit aussi être acceptée par la société, être proche des normes culturelles actuelles. Et enfin, elle doit être viable économiquement, abordable pour le consommateur et rentable pour le producteur. Merci, voilà, ça c'est une évidence. Tous ces discours sur le manger durable, etc., moi, ils m'ouvrent jamais l'appétit. Franchement, plutôt que de partir sur des modèles théoriques et des calculs d'empreinte carbone, il vaudrait mieux partir de nous, de ce qu'on mange et de ce qu'on paye. Et d'ailleurs, mon histoire d'os à moelle, on est d'accord que tu l'as complètement zappé là. Mais non, t'inquiète, on y vient. Tu sais bien qu'on l'a préparé à l'avance, ce podcast fait pas l'innocent. En tout cas, si tu veux aller sur le concret, ça tombe bien, c'est justement ce que fait Nicole Darmon depuis 10 ans. Mais ça alors ? À croire que ce podcast est effectivement préparé en avance. Avec ses confrères, elle a étudié les assiettes des Français et de certains de nos voisins européens. Et puis elle a regardé les bons élèves, ceux qui ont une alimentation saine et avec une empreinte carbone plus faible. Et dans ces assiettes, clairement, il y a beaucoup moins de viande, mais il en reste pas mal.
Et clairement, là, ils mangent de l'os à moelle. Ah non, tu vas trop vite. En plus, on n'est pas à ce niveau de détail pour l'instant. En tout cas, les 20% qui mangent le mieux, c'est-à-dire moins de viande, moins de produits laitiers, plus de fruits et légumes, et qui ont une super alimentation nutritivement, eh ben ils produisent moins 20% de gaz à effet de serre. Indirectement. Vous ne l'avez pas vu passer, mais ça, c'était une blague sur les flatulences. Ok, donc en Europe, il y a déjà des gens qui mangent mieux que d'autres. Disons qu'ils mangent plus durable, et ça nous prouve qu'on peut diminuer d'1/5 notre empreinte carbone plutôt facilement. Mais c'est loin de suffire ça, Greg, non ? En fait, en réalité, il faudrait encore plus. Mais disons que dès aujourd'hui, par exemple, on gagnerait beaucoup, avec des changements qui ne seraient pas énormes. Attends, il s'est passé quoi là ? Ah pardon, j'ai appuyé sur play sans te prévenir. Très sympa. Donc 20% ce serait déjà pas mal, mais t'as pas tort, il faudrait faire beaucoup plus. Et justement, Nicole Darmon et ses collègues ont été plus loin. Via un modèle mathématique, ils ont continué de faire baisser l'empreinte carbone de l'assiette des Français, mais en gardant une qualité nutritionnelle parfaite. Et je crois que c'est l'heure du quiz. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, en moyenne, un Français, ça mange 950 grammes de viande par semaine. D'après toi, il faudrait passer à combien si on veut baisser de 30% l'empreinte carbone de notre assiette ? Alors, 950 grammes de viande par semaine, on veut baisser de 30%, donc moi je vais faire un petit produit en croix, allez 600 grammes, on passe à 600 grammes par semaine. Et non, en fait il faut diviser par 2, il faut passer à 500 grammes par semaine. On divise par 2 pour baisser de 30%, c'est très logique. Mais en réalité oui, parce qu'encore une fois la viande elle a un impact prépondérant, donc il faut beaucoup diminuer la viande et moins le reste. Quand tu y réfléchis, 500 grammes par semaine ça laisse quand même de quoi se faire quelques barbecues et plats en sauce. Deuxième question, place aux fruits et légumes. Aujourd'hui, on en mange 2,5 kg par semaine. Là, il faudrait les augmenter pour baisser notre empreinte carbone de 30%. Mais de combien ? Alors, 2,5 kg de fruits et légumes par semaine, on veut les augmenter, on passe à 3 kg ? Exact, bien joué. Attention maintenant, question piège, les produits laitiers. Le lait et les yaourts nature. Là, on est en moyenne à 1,2 litres par semaine. Alors, les produits laitiers, 1,2 litre par semaine, bon, c'est des produits issus d'animaux, donc clairement, il faut les baisser, donc je dirais qu'on passe à 1 litre par semaine ? Eh ben en fait, il n'y a pas besoin de diminuer en réalité. Parce que c'est un produit d'origine animale, mais qui est indirect, et en plus de ça, c'est vraiment bon pour la santé. Par contre, il faudrait manger 2 fois moins de fromage. Ah ouais, donc c'est vraiment la fausse bonne nouvelle, quoi. Bah ouais, mais le fromage, c'est vraiment trop gras et trop salé. Désolé. Allez, dernière question, et celle-là, elle pique, les boissons chaudes. Donc on parle du café, du thé, etc. Et je te rappelle que, niveau environnement, la production de café et de thé, c'est pas top. Aujourd'hui, on en consomme 2,7 litres par semaine par personne. D'après toi, il faudrait baisser de combien si on veut diminuer de 30% notre empreinte carbone alimentaire ? Là, honnêtement, ce genre de truc, moi, je les mesure en bol de ricoré, hein, pas en litres. Donc 2,7 litres par semaine, j'imagine qu'il faut baisser, évidemment. On va passer à 2 litres. Ah non, t'es loin du compte. C'est 1 litre par semaine. Ok. Étant donné que j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond, ça me fait une belle jambe. Alors j'ai fait le calcul justement. Pas en bol de ricoré parce que moi je suis plutôt café, mais 1 litre par semaine, c'est 2,38 expresso par jour maximum. Ah ouais, mais non. Pour moi, c'est jouable seulement si on passe à la semaine de 28 heures là. Sinon, ça va être compliqué. Ah, tu m'étonnes, je crois que j'ai consommé ça rien qu'en faisant notre podcast. Et encore, il est pas fini. Alors je résume. Diminuer l'empreinte carbone de son assiette d'un tiers, c'est pas si compliqué. Il faut juste revoir un peu ses courses, potasser quelques bouquins de recettes végétariennes, Et bon appétit bien sûr. et se calmer à la machine à café. Grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire un bon café. Mais on peut pas aller encore plus loin ? Eh ben, tu fais bien de poser la question parce qu'on va bientôt parler de ton os à moelle. Ah, Figure-toi que le modèle mathématique dont on parlait, il peut pousser jusqu'à 70% la réduction de l'empreinte carbone de notre alimentation, tout en étant parfaitement saine pour la santé. Mais là, ton assiette, elle devient vraiment, vraiment étrange. Il y a quand même quelques produits animaux, mais ça va être des trucs un peu bizarres. Enfin, il va y avoir par exemple des abats. Le foie, c'est du concentré de vitamines et de minéraux. ok, là je comprends la référence à l'os à moelle. En même temps, depuis quand manger des abats c'est bizarre ? Nos grands-parents, et même nos parents d'ailleurs, ils mangeaient tout. Et je parle pas que de l'os à moelle là, qui d'ailleurs officiellement n'est pas un abat. Il serait peut-être temps de remettre les pieds dans les triperies, parce que foie de bœuf moutarde, riz de veau sauce porto, tripes à la mode de Caen, tête de veau sauce gribiche, tout ça, ça existe, et c'est magnifique.
Et puis surtout, ça nous montre qu'on s'est pas seulement mis à manger trop de viande, mais qu'on s'est mis à la manger n'importe comment. Par exemple, en délaissant des parties très nutritives et souvent pas chères. T'as raison, si on continue à manger de la viande, faudrait peut-être le faire de manière plus logique, moins souvent, et surtout en ne mangeant pas uniquement du beefsteak. Évidemment, parce qu'une vache, ça pollue beaucoup, donc autant tout manger et ne rien gâcher. D'autant plus que le gras... Le gras, c'est la vie. Ok. Enfin, de toute façon, du coup, si on ne mange pas que des abats, si on mange le reste de l'animal, on peut pas aller jusqu'à ces 70% de réduction théorique. Donc le problème du climat, en fait, c'est l'entrecôte, quoi. Ouais, en même temps, j'ai moyen envie d'imaginer une poule OGM uniquement constituée d'abats. Ah, ça y est, je l'ai imaginé. Je préfère plutôt me dire que cette assiette durable avec 70% de CO2 en moins, elle n'est pas vraiment atteignable actuellement. Mais sans aller aussi loin, on peut quand même baisser l'empreinte carbone des Français de manière plus importante. Si on veut vraiment aller plus loin que 30% en moins dans notre assiette, il n'y a pas de solution miracle. Il faut révolutionner notre consommation, mais aussi notre agriculture, pour que justement elle soit capable de remplir notre assiette durable. Par exemple, et là je suis désolé amis véganes, mais c'est pas une découverte non plus, hormis une petite production locale, on propose du quinoa aux consommateurs qui est un produit surexploité, dont on connaît les effets négatifs sur l'environnement et les économies locales. Alors qu'en vrai, on pourrait faire la pub d'autres végétaux, locaux et surtout pas chers, comme le lupin par exemple. On avait d'ailleurs réalisé un gros dossier début 2020 au HuffPost, qu'on vous invite à aller consulter. Je conseille aussi le millet, ça pousse en France et c'est pas mal pour remplacer le quinoa. Et tu vois, tout ça, c'est d'ailleurs ce à quoi réfléchissent les chercheurs aujourd'hui. Nicole Darmon m'expliquait que... Il faut aussi penser, après, il faut monter à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire ne pas regarder que l'assiette, mais regarder le système alimentaire qui conduit à l'assiette. Parce que pour faire une assiette durable, il faut aussi faire une agriculture durable, il faut la changer. C'est compliqué, mais ça va se faire. La réflexion et les travaux sur l'alimentation durable, ça nous a obligés déjà à faire des croisements, etc. Mais là, il faut aller encore plus loin. Mais ça va se faire là, je pense, en fait. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On avait cassé votre délire micro-local, et maintenant on casse votre délire vegan, en tout cas si vous avez arrêté la viande juste pour des considérations environnementales. On est vraiment désolé, mais qu'on se comprenne bien, on cherche tous la même chose. Empêcher le réchauffement climatique, empêcher l'acidification des sols et préserver la biodiversité. Et ça peut être tentant à son échelle de faire le plus possible, d'aller vers les modèles les plus radicaux, pour se dire qu'on a fait sa part. Mais encore faut-il que l'ensemble des Français et des citoyens du monde puissent également faire leur part. C'est exactement à ce concept que tente de répondre l'idée d'une assiette durable. Prendre en compte les problèmes, puis imaginer des solutions pas seulement personnelles, mais globales. Et le pire, c'est qu'elles existent. Dans un premier temps, il suffirait de manger moins de viande et de boire moins de boissons chaudes et sucrées. Rien de compliqué. Pour aller plus loin ensemble, il faudra par contre redéfinir nos normes socioculturelles et notre agriculture. Et ça, ce sera sûrement le thème d'un prochain podcast. Alors salut Greg et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre pote carnivore ou votre cousin vegan, ou à le faire écouter lors d'un dîner de famille. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est LDD. À bientôt!